il y a peut-être un favori pour la victoire d'étape lâchée, Laurent Belay. Oui, Rémi Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on le voit bien, on le voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement appliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le... Bonjour tout le monde, les commissaires de course pour ces émissions d'intersaison. Donc avec moi aujourd'hui Greg. Bonjour Greg. Bonjour tout le monde. Également Noé. Bonjour Noé. Bonjour. Et enfin Max. Bonjour Max. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour cette émission, nous allons parler de 2018. 2018, est-ce que c'était spectaculaire ou est-ce que ça ne l'était pas? Avant de lancer le premier commissaire de course sur cette question, je rappelle la définition de spectaculaire qui parle aux yeux, frappe l'imagination. Exemple, un exploit spectaculaire. Alors Noé, est-ce que ça a été spectaculaire? Oui, je pense. Je pense que c'était spectaculaire sur plusieurs plans. D'abord sur les classiques, sur les grands tours aussi. Et puis on a vu des têtes émerger qui n'étaient pas forcément celles attendues. Donc ça, c'était surprenant et cette surprise a pu être spectaculaire pour nous. Donc j'ai l'impression que les spectateurs ont plutôt pris du plaisir, même s'il y a eu des exploits qu'on aurait aimé oublier. Mais en général, oui, une année spectaculaire, je pense. Est-ce que tu as des exploits qui te parlent là quand on te pose la question, les premiers moments qui te viennent, c'est lesquels? Ah bah, évidemment, je pense que pour beaucoup, c'est la même chose. Le premier exploit qui me vient en tête, c'est celui de Froome sur l'étape des Finestrés sur le Giro. Quand on parle de spectaculaire, on a été servi. Alors, on n'a pas forcément aimé ce qui s'est passé, mais au niveau spectaculaire, c'est sûr qu'on a eu du suspense, on a eu de l'action, on a tout eu. Sinon, je pensais également au Strade Bianche avec Romain Bardet, Wout van Aert et la victoire de Thibaut Benoît, je crois, qui a été pour le coup vraiment spectaculaire. Et on a eu une course pareil, très mouvementée. Et si je dois retenir deux moments spectaculaires de cette saison, ce sont ces deux-là. D'accord. Par contre, Max, toi, c'est pas la même chose. Quand on t'a posé la question tout à l'heure, c'est plutôt l'inverse. Alors, il faut savoir que entre nous, on avait posé un libellé légèrement différent. Donc, oui, je veux bien concéder un certain côté spectaculaire. Et encore, c'était vraiment finalement au compte-gouttes, au cas par cas pour certaines courses. Puis de toute façon, je dirais que, comme l'a bien dit Noé, mais je vais réinsister sur son dernier point, c'est que oui, c'était spectaculaire, même si on n'a peut-être pas tous aimé voir ça. Ben oui, personnellement, et je pense ne pas être le seul dans le cas, je n'ai pas du tout aimé voir ça. Je fais partie de ceux qui considèrent que Froome n'aurait pas dû être sur la course. Pour moi, la saison 2018 a été en partie gâchée par ce sketch qui a empoisonné l'ambiance du peloton toute la première partie de saison. Alors, on peut avoir de belles étapes ou de belles courses à côté. C'est très difficile pour moi de faire abstraction de tout contexte. Et voilà, je me dis simplement, si Froome avait eu un autre salaire et donc peut-être des avocats un peu moins bons, ben peut-être que la saison ne serait pas du tout déroulée comme on l'a vu. D'accord, donc spectaculaire, oui, mais c'est pas du bon spectaculaire. Ce qui fait que... J'ai d'autres points encore à soulever là-dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. D'accord. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en as pensé de cette année par rapport à ce débat? Là, je suis un peu d'accord avec les deux, finalement. On va couper la poire en deux. C'est vrai, on a eu des belles courses quand même, mais le spectacle n'est pas forcément synonyme de plaisir. Ici, l'exemple de Froome sur le Finestre, c'est un peu ça. On peut pas nier que c'était spectaculaire, que c'était. Oh, mais on attendait, est-ce que Froome était capable de le faire? On a longtemps débattu dans nos émissions. Est-ce que Froome est capable de le faire, de lancer son attaque de si loin et de tenir, etc. Ça a été un grand moment du cyclisme, mais pour autant, est-ce que tous les fans de cyclisme y ont pris du plaisir?
Je ne sais pas, je ne pense pas. Personnellement, évidemment, ça passait difficilement. Néanmoins, après, pour revenir sur ce qu'a dit Noé, finalement, il nous a parlé des Strade Bianche, de Froome. Ça m'étonne qu'il n'ait pas parlé du Tour de Lombardie. Mais est-ce que le bonheur n'est pas, ou le spectacle n'est pas en Italie, finalement? C'est un peu le point commun des peut-être les 3 moments où il s'est vraiment passé quelque chose. Après, je remonte dans le reste du calendrier. Bon, après, je me rappelle également qu'on n'avait pas parlé du tout de spectaculaire pour Tirreno Adriatico et même pour Milan-San Remo, c'est vrai aussi. qui était d'ailleurs la première émission. On n'était pas très très fan du spectacle, même si Vincenzo Nibali avait sauvé la course. Alors, une autre question que je vous pose, et cette fois-ci je vais demander à Max en premier, c'est est-ce qu'on peut diviser le spectacle en 3 catégories, dans le sens les courses d'un jour, les courses d'une semaine et celles de 3 semaines. Est-ce qu'on peut dire quand même que, et je pense notamment à la diminution des coureurs par équipe, dont on a longuement débattu également cette année, est-ce qu'il y a eu une importance? Pour ma part, je trouve quand même que, par exemple, sur certaines courses d'une semaine, il y a eu plus de spectacles quand même sur les courses de 3 semaines, même si parfois c'est bien fait chier, c'était sympa. Bon, objectivement, oui, je pense quand même qu'il faut distinguer certaines catégories de courses. Ne serait-ce que par l'empreinte aussi qu'ont eu certaines équipes, dont voilà, il faut parler de la Sky, évidemment, l'empreinte donc de ces équipes-là sur certaines courses. Voilà, on sait que le Tour de France, déjà, c'est une course à part. Pour la Sky, c'est l'objectif de la saison. Tout passe par là. Et on a eu tendance à avoir des Tours de France relativement ennuyeux ces dernières années à cause du fameux train Sky. Cette année, même si, on va dire, il y avait comme un sentiment d'inéluctable quant à la victoire de Geraint Thomas, qui a très vite pris maillot jaune et qui parut un leader solide, on a vu quand même que ça n'a pas empêché les mouvements. La Sky n'a pas été vraiment bousculée, mais c'était un Tour de France qui était quand même, on va dire, plaisant à suivre, même si, le suspense, finalement, il se posait là. Donc, oui, c'est quand même je pense que c'est un pas vers la bonne direction d'avoir fait baisser le nombre d'équipiers par équipe. Bon, on aurait peut-être pu, par contre, ajouter une équipe en plus, parce que ça se fait quand même au détriment du nombre de coureurs en général. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc pour moi, pour les grands tours, oui, il y a quelque chose quand même qui s'est produit, mais je trouve que le phénomène est quand même plus important sur les plus petites courses. D'accord. Est-ce que Greg, toi aussi, tu penses pareil? Ça aurait ça a permis, sur certaines courses peut-être moins grosses d'être plus plaisantes à suivre, que ce soit des courses d'une semaine World Tour ou même des courses Europe ou autres tours. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Tu le vois comment? Parlons justement des courses d'une semaine. T'as préféré cette année ou pas? Plus généralement, il fallait bien tenter quelque chose sur la domination de certaines équipes ou des très grosses équipes qui cadenassent la course. Il fallait bien tenter quelque chose, donc réduire le nombre d'un ou deux coureurs. Je pense que c'est un premier pas, alors que ça marche toujours pour le spectacle ou non. Bon, on peut en débattre. Moi, je trouve que c'est mieux parce qu'il faut changer quelque chose. Après, peut-être qu'on abordera, ce serait bien d'aborder un peu plus tard, mais on voit les organisateurs essayer dans les parcours de proposer autre chose, que finalement on parle des Strade Bianche. On a vu sur le dernier Paris Tour que les organisateurs essaient de trouver donc, les chemins de vigne pour donner un peu de piment à la course. C'était une des choses à faire, c'est diminuer peut-être le nombre de coureurs par équipe, c'est peut-être pas la seule. Et pour répondre à ta question, après ça dépend d'autres choses, mais oui, j'ai bien, Paris-Nice, ça allait plutôt apprécié. Donc je pense que c'était un peu mieux, mais c'est pas la seule chose à faire, diminuer le nombre de coureurs pour avoir des courses spectaculaires. Noé, d'ailleurs, dans les choses à faire, il y a également le parcours qui joue d'une année sur l'autre. Alors, je ne parle pas des classiques qui ont souvent le même parcours, même si une classique comme le Tour des Flandres qui a changé quand même plusieurs fois de parcours ces dernières années, pour moi, je l'ai trouvé quand même pénible à suivre. Sur les tours d'une semaine, est-ce qu'on peut considérer que c'est plus
la diminution des coureurs par équipe, ou est-ce que c'est les parcours qui se prêtaient plus à des courses de mouvement? Je pense qu'il y a un peu des 2. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Par exemple, c'est pas forcément un changement de parcours qui va entraîner un changement dans le mouvement. On le voit sur Paris-Nice où on a le même final tous les ans et tous les ans, le final est très animé. Tous les ans, on a vraiment un parcours plaisant et des coureurs qui font la course. Donc, même en général, sur les autres grands tours, je suis pas sûr qu'un changement de parcours, un changement de façon de faire d'une année sur l'autre puisse changer le spectacle. Après, c'est sûr que le parcours joue, c'est sûr que peut-être que le nombre d'équipiers joue, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que sur une seule saison, on puisse vraiment comparer et savoir s'il y a eu beaucoup de bénéfices à la réduction du nombre d'équipiers. Peut-être qu'un seul équipier en moins, ça n'a pas changé énormément de choses sur le déroulement des courses. Il y a aussi la météo qui a joué, il y a aussi les pics de forme des différents coureurs. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte pour qu'on soit assuré que seulement la réduction du nombre de coureurs par équipe change quelque chose. Dans l'ensemble, je suis assez dubitatif parce que l'année dernière aussi, au final, on a eu des courses qui étaient plaisantes à suivre, même sur les courses d'une semaine. C'était pas non plus une grande année pour les courses d'une semaine, mais c'était pas déplaisant à suivre. Donc, je crois pas forcément qu'il y ait une grande amélioration à ce niveau-là, et je suis pas sûr que la diminution du nombre de coureurs ait beaucoup joué. Max, tu voulais réagir? Oui, bah, en fait, ça rejoint un peu les dernières réflexions qu'on avait eues lors du podcast dernier sur le Tour de Lombardie, à savoir pourquoi cette course-là aussi avait un déroulement en général spectaculaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. La météo, comme l'a dit Noé, et puis le positionnement dans le calendrier. Il y a certaines courses où on sait qu'on aura un peu moins de prétendants que sur d'autres, parce que tout simplement, voilà, en octobre, on aura moins de coureurs en forme qu'au mois d'avril, ou au mois de juillet, ou au mois de juin, tout simplement. Ça joue beaucoup. Je pense qu'il faudra vraiment attendre peut-être plusieurs saisons pour faire un avis sur le paramètre seul du nombre de coureurs. Parce que je rappelle quand même, oui, c'est vrai, on a eu des plutôt belles étapes accidentées, enfin, lorsqu'elles étaient accidentées sur le Tour ou sur le Giro. Mais enfin, les étapes de plat, ça restait encore des purges. Hein. Justement, la question, c'est est-ce que ces étapes de plat, tout le monde a en tête ces 9 premiers jours du Tour de France, une semaine, plus qu'une semaine d'ailleurs, interminable, qui a fatigué tout le monde, que ce soit les grimpeurs comme les suiveurs. C'était long à suivre. Alors bien sûr, on peut parler de la diffusion d'intégralité, mais même en prenant à 14 ou 15 heures, comme c'était autrefois le cas, c'est chiant, quoi. Il y a rien à faire. Alors, certaines étapes pourraient être plus intéressantes s'il y avait du vent, mais bon, le vent, il ne se commande pas. Pas encore, en tout cas. Et est-ce que vraiment, Greg, le cyclisme et une course comme le Tour de France, c'est surtout le Tour de France qui fait des semaines à rallonge comme ça, peut se permettre de garder autant d'étapes purgesques sur son parcours? Ah bah, c'est une vraie question et je pense que même les organisateurs se la posent. On voit enfin timidement, parce qu'après il y a d'autres obligations. Alors on en reparlera jeudi puisqu'on fera une émission en live après l'annonce du parcours. Mais effectivement, la question se pose de ces semaines-là qui risquent à terme qui posent problème, surtout à la diffusion en intégralité. D'ailleurs, ce qu'on a remarqué, c'est que même avec diffusion en intégralité, finalement, il y a moins d'échappées. On a même vu sur l'étape qui je sais plus l'étape la plus longue, aucun coureur ne vouloir partir en échappée malgré la diffusion en intégralité. Donc oui, ces étapes, quand il y en a trop et surtout trop d'affilée, tout en première semaine, pose problème et les organisateurs réfléchissent dessus, je pense. KSO, ils en sont conscients. Maintenant, ils sont pris à d'autres obligations car la ville départ du Tour, c'est toujours un enjeu important, notamment financier. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux différents et parfois contradictoires. Mais les organisateurs, je pense, en sont conscients et réfléchissent dessus. C'est sûr. Et alors, on a parlé des parcours, mais comme le dit l'adage, c'est les coureurs qui font la course. Hein, à eux d'exploiter ou non le parcours, les difficultés qui leur sont proposées. Donc Noé, quel coureur cette année, et je vais le demander également aux autres, quel coureur t'as vu cette année vraiment spectaculaire? Quel coureur ont fait preuve de panache? Alors il y a Chris Froome, on va le mettre à part puisqu'il est sujet à polémique. Oui.
Tu peux lui laisser le panache au moins. Après, tu lui donneras pas d'autre chose. Ah, oui, bien sûr. Mais je veux dire, on a déjà parlé de Chris Froome. Et il est sujet à débat par rapport à ses affaires, tout ça. C'est pour ça que je souhaiterais le mettre à part et parler d'autres coureurs qui peut-être seront moins sujets au débat, qui n'ont pas eu de contrôle non négatif cette année. S'il y a un nom qui me vient subitement à l'esprit, c'est celui de Simon Yates, qui a été pour le coup très combatif. On a vu sur le Giro qu'il a osé, qu'il a tenté à chaque étape où il pouvait essayer de prendre du champ, il a attaqué. Il nous a offert beaucoup de spectacles, notamment avec le maillot rose qu'il a gardé jusqu'à la fin et l'écroulement sur l'avant-dernière étape de montagne. Simon Yates, encore une fois sur la Vuelta, qui a beaucoup donné. Et si je pense à un coureur spectaculaire cette année, c'est tout de suite son nom qui me vient à l'esprit. Après, on a aussi eu du spectacle avec d'autres occasions, d'autres coureurs. On ne peut pas oublier Peter Sagan, notamment sur Paris-Roubaix, qui nous a offert un beau moment de spectacle où il a attaqué loin de l'arrivée et il a tenu jusqu'à la fin. Certains coureurs, certains noms sont plus importants que d'autres. Des coureurs aussi qui ont l'habitude d'attaquer. Et on a vu que ce n'était pas cette année qu'ils allaient arrêter d'attaquer. On peut penser à Vincenzo Nibali, par exemple. Mais en général, il y a quelques noms qui ressortent, mais il faut quand même admettre que ce sont quelques noms spécifiques et qu'on ne peut pas dire que la majorité des coureurs cherchent une course d'attaque ou une course de mouvement comme les noms que j'ai cités. D'ailleurs, Max, Vincenzo Nibali vieillissant, forcément. Chaque année, un an de plus. Même si on a vu qu'avec Alejandro Valverde, ça pouvait durer longtemps la bonne forme. Il a 33 ans, il va en avoir 34 d'ailleurs en novembre. Est-ce qu'on peut penser qu'on va encore le voir à l'attaque encore de nombreuses années? Et je te parle de ça parce qu'il y a également une rumeur comme quoi il pourrait signer chez Sky. Et leur course d'équipe qui est quand même assez stéréotypée, qui fonctionne, et donc ils ont raison de la faire, mais qui reste stéréotypée. Certes, bon, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Bon, déjà, il faut savoir que pour l'année prochaine, a priori, Vincenzo Nibali a pointé sur Liège-Bastogne-Liège et le Giro en objectifs principaux. Voilà, donc je pense pas qu'on le reverra sur le Tour de France tenter le classement général maintenant, étant donné son âge. Voilà. Par contre, on peut très bien imaginer encore jouer les premiers rôles sur le Giro. Il revient d'une blessure où, à un moment, lorsqu'il était un peu au fou des trous, il a déclaré lui-même qu'il n'était pas sûr de pouvoir retrouver un jour son niveau. Donc ça veut dire que quand même, ce n'est pas une blessure anodine, ce qui lui est arrivé lors de l'étape de l'Alpe d'Huez. Mais il a été quand même très rassurant sur le Tour de Lombardie, donc je pense qu'on le reverra. Pour ce qui est de la Sky, il a fait une petite déclaration et honnêtement, je ne sais pas, la dernière phrase qu'il donne dans sa déclaration, elle peut être aussi interprétée de manière très différente. Ça peut être vu aussi comme une petite pique envoyée à Sky lorsqu'il dit que c'est intéressant de voir comme ils arrivent avec n'importe quel coureur à amener à ce qu'il puisse se dépasser et arriver à un certain niveau. Voilà. C'est peut-être un art de la litote. Il ne faut pas oublier le squal aime bien mordiller aussi. Donc je ne sais pas. Après, il ne faut pas oublier aussi que durant sa carrière, il a gagné le Giro avec l'équipe Astana, qui était un peu en mode Sky à ce moment-là. Donc rouler, se trouver derrière un train pour se retrouver propulsé sur les derniers kilomètres, il sait faire aussi. Voilà. D'accord. Et toi, Greg, d'autres coureurs que tu as vus pardon, qui méritent... oui, excuse-moi Ben, je peux revenir là-dessus parce que comme tu m'as tout de suite fait embrayer sur Vincenzo Nibali, mais je voulais dire, oui, moi, par rapport à cette question-là, j'aurais mis peut-être... Ciccone, oui, on s'en doute. Ciccone, si tu veux, c'est vrai, c'est un coureur offensif, mais disons que c'est pas celui non plus qui a le plus marqué l'année. J'ai bien aimé la belle fin de saison de Thibaut Pinot à partir de la Vuelta. Ce qu'il nous a montré, c'était quand même assez joli. Il pouvait attaquer de loin, souvent le premier parmi les prétendants, on va dire, à un bon classement général. Et de même sur la Lombardie, lui, quelqu'un comme Roglic aussi, sont des coureurs, pas forcément qui prennent des offensives de loin, mais on va dire que ce sont des coureurs courageux. Vaillants. Voilà. Donc Greg, toi, des noms qui te viennent là Je vais rester sur les mêmes noms, je pense. Nibali sur l'ensemble de la saison, puisque finalement de San Remo à la Lombardie, début ou en fin de saison, il était là.
Pareil, j'allais dire Roglic justement avant que Max reprenne la parole, parce que même on l'a vu sur Amont Lombardie, c'est lui qui attaque de très loin, quitte à exploser après. Hein, c'est lui qui a finalement lancé les hostilités, il a fait rouler son équipe pour attaquer de loin. Après, il a un peu explosé en vol, mais voilà. Roglic, c'est un coureur qu'on attendait un peu. Hein, on se demandait est-ce qu'il va confirmer sur les courses d'une semaine, sur les grands tours. Et je pense qu'il a montré qu'il allait le faire, qu'il avait le potentiel pour aller chercher un podium, peut-être plus, sur les grands tours l'année prochaine. Mais même sur le Tour de France, on l'a vu attaquer plusieurs L'année fois. Pyrénées, c'est lui qui était tout à fait. La dernière étape, c'est lui qui avait lancé aussi les hostilités. On se rappelle d'ailleurs de son regard sur le Soulor notamment. Mais c'est vrai que de manière générale, on a quand même vu pas mal de coureurs tenter. Alejandro Valverde, que j'ai beaucoup décrié, a tenté beaucoup. La Movistar, bon, même s'il y a eu le gigantesque fail du Tour de France, je vous rappelle qu'ils ont permis de rendre le Tour de Catalogne intéressant, ce qui était quand même pas donné. Il y a également Kruijswijk qu'on ne peut pas seulement laisser au fait qu'il n'a pas trop aidé Roglic dans le Soulor, puisqu'il a fait un raid monumental vers l'Alpe d'Huez. Il y a d'autres coureurs qui ont tenté de loin sur le Tour de France, malgré l'archidomination de la Sky. On peut même parler également de Nairo Quintana qui a attaqué sur le Tour de Suisse. Non, je trouve que cette année, on a quand même eu plusieurs coureurs qui se sont découverts, même si on en attend toujours plus. J'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Ce qui m'inquiète, et on va donc se diriger tout doucement vers la fin de l'émission, Noé, c'est également que tous les coureurs qui arrivent porteurs d'espoir sur la possibilité qu'ils attaquent, qu'ils soient offensifs, tous ces jeunes espoirs qui sont un peu chiens fous, c'est que les meilleurs vont pour la plupart chez la Sky. Et c'est ce qui m'inquiète sur le spectacle à venir. Non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la Sky a une mauvaise tactique, puisqu'ils gagnent, ils ont raison. Mais pour moi, c'est chiant à regarder et ça me fait un peu peur. Même si Remco Evenepoel, qui est peut-être le plus attendu, est chez Quick-Step, Etix, bon, je ne sais quel c'est pareil, hein, je veux dire là aussi. Ils ne sont pas chez l'un, ils sont chez l'autre. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Ce sont des grandes armadas qui ne vont pas non plus chercher à attaquer à 50 km de l'arrivée pour donner du cyclisme spectaculaire. Je ne suis pas d'accord. Etix, je les trouve, moi, spectaculaires. Sur les Flandriennes, ils prennent la responsabilité. Même Julian Alaphilippe, on l'a vu sur plusieurs courses qui attaquaient de. Bon, sur Flèche Wallonne, bien entendu, il ne va pas attaquer. Mais je trouve qu'entre Etix et Sky, il y a quand même deux manières de courir. Peut-être pas les mêmes objectifs aussi. C'est sûr que c'est pas pareil. Et c'est sûr que oui, Sky est quand même imbattable dans ce domaine. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez inquiétant de voir que le Bernal, par exemple, qui sera sûrement qu'on peut prévoir comme un des grands dominateurs des prochaines saisons de cyclisme, soit chez Sky. Il a signé pour 5 ans, je crois. 5 nouvelles années chez la Sky, donc il voit déjà très loin, et il voit déjà très loin dans un train qui va l'accompagner. Ivan Sosa, c'est pareil. On a vu Ciccone qui, je crois, qui a également signé chez Sky. Bon. Non, pas encore. Non, pas encore. Ça va arriver. Attention. Hein. Alors, Sosa et avec Ciccone est attendu chez Sky. J'ai Trek, pardon. Il a signé, mais je pense que c'est pas dit qu'il y arrive. Non, par contre, une question donc pour ce futur. Là, je vais demander à Greg. C'est si Bernal a signé 5 ans chez la Sky, c'est donc qu'il compte sur lui sans doute pour en faire un leader. Mais Bernal, c'est pas du tout Geraint Thomas ou c'est pas du tout Chris Froome. Ça veut dire que pour moi, je pense qu'il sera peut-être meilleur grimpeur. Encore qu'il faut voir comment il évoluera parce qu'on a vu les Colombiens ces dernières années être très forts, très jeunes, mais pas non plus avec une marge de progression exceptionnelle. Mais ça sera jamais, ou alors là, on nous trouvera des excuses, mais il sera jamais un aussi gros rouleur que les deux, donc il sera obligé d'attaquer. Effectivement, oui, c'est peut-être un peu l'espoir et peut-être l'attente. Et la question qu'on se posera, je pense qu'on a prévu une émission là-dessus, c'est quelle va être la répartition des coureurs de la Sky sur les grands tours, et est-ce qu'ils vont laisser donc Bernal peut-être leader sur la Vuelta, peut-être le tour qui lui correspondrait le mieux, donc pour lui laisser la chance d'être leader et de le voir en action dans ce rôle-là justement. C'est peut-être la question pour l'année prochaine pour la Sky. Eh bien justement, pour parler de l'année prochaine, je vais lancer Max en premier sur ce sujet, un peu comme les pronostics qu'on fait à chaque fois. Si vous deviez donner un jeune coureur, on va dire en dessous de 25 ans,
que vous voyez marquer la saison prochaine par son esprit offensif? Ça serait qui alors? C'est compliqué comme question. Alors, écoute, je vais citer le mien, comme ça tu as le temps de réfléchir. Pour ma part, ça sera français, forcément. Ça sera Valentin Madouas, qu'on a vu exceptionnel cette année. Qui est un gros sur toutes les courses où il y aura Thibaut Pinot ou Arnaud Desmar dans un autre registre. Donc je le vois faire une très belle saison et offensif. Donc Max. Ok, alors je vais tenter aussi un pari et écoute, je vais jouer le jeu. Je vais prendre un jeune Italien qui a un nom déjà qui le rend très connu. Il s'agit de Davide Ballerini, qui s'est montré très offensif cette année avec chez Androni. On l'a vu plusieurs fois, souvent sur les courses attaquées, et non seulement attaquer, mais être capable, après ces attaques où il se faisait souvent rattraper, être capable néanmoins de pouvoir sprinter avec le groupe qui se trouvait ensuite devant, qu'il avait rattrapé. Donc c'est un coureur qui a un certain potentiel, hein, il est encore assez jeune, il est de 94. Cette année, il va intégrer l'équipe Astana, qui est une équipe à vocation offensive aussi, donc je pense qu'il peut s'y retrouver. Et j'espère qu'à défaut de le voir souvent gagner, en tout cas, on le verra souvent à l'avant. D'accord, Greg, tu vois qui, toi? Je vois qui. Je pensais à Charman de la Quick Step, qui ne sera pas sur les grandes tours, hein, mais sur tout ce qui peut jouer sprint ou même certaines classiques. Il a 24 ans, il a remporté déjà des belles courses, des belles étapes. Donc à voir pour cette année 2019. Et Noé, toi tu vois qui l'an prochain être offensif, un jeune donc. Je vois bien Benoît Cosnefroy, qui a été très offensif, j'ai trouvé cette année. Dès le début de saison, à chaque fois qu'il avait les jambes, il a été offensif. Des fois, il attaquait plusieurs fois pendant les mêmes courses. Il se faisait reprendre, il réattaquait sur des petites courses, des courses de Coupe de France. Mais on a vu aussi en fin de saison sur Paris Tour qu'il était là. Et en général, je pense que c'est quand même un attaquant et je le vois, et il aime attaquer, donc je le vois bien marquer l'année prochaine. Je vous remercie, messieurs. Donc, si on doit conclure l'émission, je dirais que pour cette année 2018, on a essayé à boire et à manger. Ça a quand même été spectaculaire, mais on aurait aimé peut-être à certains moments que ça le soit moins. C'est paradoxal. On a essayé de dégager des pistes de réflexion sur le pourquoi, mais je vois qu'on termine avec le sourire. Donc, il y a de l'espoir au moins pour 2019, et c'est sur ce motif d'espoir qu'on va vous laisser. Donc, au revoir tout le monde. À une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, et à une prochaine émission. Au revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt.